approche non traditionnelle qu'on appelle la gestion durable des eaux pluviales, qui, elle, se traduit par ce qu'on appelle des infrastructures vertes. De là, le titre de la conférence, infrastructures vertes. Puis c'est majeur au niveau de l'enjeu au Québec aujourd'hui, vous allez voir pourquoi dans la mise en contexte, c'est que c'est relativement méconnu et c'est important de comprendre la différence entre la façon traditionnelle et la façon plus écologique de gérer les eaux pluviales. Alors donc, on a 3 parties dans la présentation. On va regarder les pratiques traditionnelles avec les enjeux pour bien comprendre où veut aller mon message. On va regarder c'est quoi la gestion durable des eaux pluviales et pourquoi qu'on appelle ça durable. Hein? Parce que c'est un terme qui est très galvaudé, comme on le sait. Mais là, il faut bien comprendre les assises des fondements pour comprendre toujours les grands principes sur lesquels on va travailler. Et en fait, après ça, on va regarder des modèles d'outils d'infrastructures vertes, ce que moi j'appelle des outils, mais à travers des stratégies de développement. Donc, je vais vous présenter 3 modèles de développement réels et on va regarder comment on les travaille puis comment on met à l'intérieur de ça des infrastructures vertes. Ça va? Alors, les pratiques traditionnelles de gestion durable des eaux pluviales et leurs impacts. Vous êtes tous dans le domaine de l'eau, je suppose, hein, donc ça va être relativement bref, mais je vais axer sur une chose principale. Aujourd'hui, vous le savez, le principal polluant de l'eau, ce sont les sédiments. Hein, il y a 25 ans, moi, quand j'ai fait ma maîtrise en environnement, c'était les polluants chimiques, là. Hein, ou les polluants bactériologiques ou des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est les sédiments. Le principal polluant, c'est ça. Et malgré tous les efforts qu'on a fait, malgré les millions de dollars qu'on a investis dans des usines de traitement des eaux, la qualité de notre eau continue à se dégrader. Pourquoi? Pourquoi ça? OK? C'est associé à plusieurs faits. Oups. Ah, ok, c'est beau. Bon, c'est associé à beaucoup de phénomènes, ok? Le premier grand phénomène, au fond, c'est la façon dont nous gérons notre développement, en grande partie. Hein? C'est, quand on regarde, ben, vous connaissez ça, hein? Le cycle hydrologique naturel de l'eau, hein? L'infiltration, le ruissellement, l'évapotranspiration, je ne vous apprends rien, d'accord? À partir du moment où on vient développer, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait quoi? On imperméabilise. Hein? On modifie le sol, on perturbe le relief naturel, hein, du territoire. Hein? Donc, on modifie l'infiltration. Ce sont des standards. Hein? Okay? C'est des moyennes. Hein? On peut dire que sur un territoire moyen, sur un territoire naturel non perturbé, en moyenne, 50% de l'eau va s'infiltrer. Hein? Et on va parler d'un pourcentage de 10% de ruissellement qui va varier en fonction du relief, de la nature des sols. Mais en moyenne, c'est ça. Et maintenant, plus on va urbaniser, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer l'infiltration au profit du ruissellement. Alors, quand on est dans des secteurs comme ici, là où des forces fortement imperméabilisées, ben, on atteint 75% de ruissellement. Et ce qu'on a à gérer, quand on dit gérer le ruissellement, gérer l'eau de pluie, l'eau de fond de neige, au fond, c'est ce 75%. Autre enjeu, bien évidemment, en lien avec ça, c'est les changements climatiques. Hein, une des particularités au Québec, c'est que nos changements climatiques se traduisent par l'augmentation des précipitations, que ce soit en fréquence, en durée, en quantité, hein, surtout de pluie. Hein, avec le réchauffement, les périodes où il pleut sont plus longues, hein, puisqu'il fait moins froid, donc il pleut plus souvent. Hein, puis le pire, c'est quand il pleut, tout est gelé, en plein milieu de l'hiver, mais ça arrive avec les réchauffements climatiques. Donc, c'est bien entendu que l'impact des changements climatiques est très important dans la façon dont nous allons gérer notre ruissellement, parce qu'il ne va qu'augmenter. On n'arrêtera pas le développement, c'est certain. Les changements climatiques non plus, malheureusement. Donc, on va regarder nos pratiques traditionnelles. Pourquoi est-ce qu'elles nous ont entraînés dans une situation aujourd'hui où on va le voir tout à l'heure, plein de problèmes. Alors, si on regarde la fin du 19e siècle, les premières au Québec, ça, hein, parce qu'il y a des pays où ça s'est fait avant ça, mais au Québec, au Canada même, les premières préoccupations en lien avec les eaux pluviales, okay, étaient des préoccupations sanitaires, parce qu'on ne les gérait pas. L'eau de pluie, on ne la gérait pas, finalement. Puis qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, elle ramassait tous les polluants, les contaminants, les bactéries, les virus qu'il y avait dans les milieux imperméables. Ça stagnait et ça créait. C'était vecteur de maladie. Okay? Donc, c'était un enjeu sanitaire. Premier réflexe des ingénieurs, je ne sais pas, il y a des oui, il doit y avoir des ingénieurs.
Je ne suis pas ingénieur, hein, je dis tout de suite, embarquez-moi pas dans les calculs, c'est les ingénieurs qui travaillent avec moi qui les font, c'est pas moi. Donc, préoccupation, bon, on s'est dit, bon, l'eau pluviale, c'est un polluant, elle est polluée. Qu'est-ce qu'on fait, réflexe? Ben, on a des usines pour traiter l'eau. On va envoyer nos eaux pluviales dans les usines. Mais là, l'urbanisation a continué. Les usines n'avaient pas été conçues pour concevoir de telles quantités d'eau. Alors que ça débordait. Puis quand ça débordait, qu'est-ce que ça faisait? Bien, on avait mélangé de l'eau pluviale avec de l'eau sanitaire. Donc, vous vous rendez compte de la quantité de contaminants qu'on envoie directement dans nos cours d'eau. Donc, on s'est dit, ça ne marche plus, là. On continue à imperméabiliser, à développer, il y a trop d'eau, on ne peut plus la gérer par les usines, ça ne va pas. Alors, on a des ingénieurs, on a créé ce qu'on appelle les réseaux séparatifs. Donc, c'est le réseau séparatif, c'est ça. Vous avez deux modèles de réseau, donc l'eau sanitaire qui s'en va à l'usine et l'eau pluviale qui est recueillie sur des surfaces imperméables dans les milieux urbanisés, qui s'en va, elle, directement dans les cours d'eau. Mais encore une fois, c'est bien beau, on a créé des réseaux séparatifs, on a surdimensionné les conduites pluviales, on a surdimensionné les conduites pour des pluies exceptionnelles, c'est-à-dire des conduites qui n'avaient plus de sens. On a créé des bassins de rétention, on s'est dit, ça crée un problème dans les cours d'eau, donc on va retenir l'eau pour l'envoyer plus tranquillement dans les milieux récepteurs. Mais ça, c'était sans tenir compte, encore une fois, qu'on continuait à perméabiliser, à développer, à imperméabiliser, à développer, à déboiser. Donc, ça a toujours continué à augmenter. Et le phénomène, on est revenu à un problème qualitatif, mais cette fois, pas tellement en lien avec un aspect sanitaire, mais plus en lien avec la qualité des milieux récepteurs, la pollution de nos lacs et de nos cours d'eau. Et là, on a mis en place des techniques qu'on appelle des fosses à sédiments, la biofiltration. Bon, aujourd'hui, là, construire un réseau pluvial, ça coûte plus cher que de construire un réseau sanitaire. Je ne tiens pas compte. Peut-être d'en sauver un peu des milieux humides. Je dis j'espère, c'est pas encore gagné, mais bon. Et en plus, aujourd'hui, dans les milieux urbains proches des villes, ce qui reste, des terrains faciles à développer, ils ont été développés. Donc, ce qui reste aujourd'hui à développer, c'est des terrains contraints. C'est des terrains où il y a des cours d'eau, des milieux humides, etc., etc. La folie de la villégiature en bordure de l'eau. Au Québec, là, tout le monde rêve d'avoir un chalet en bordure de l'eau. Mais oui, mais vous avez détruit vos rives de façon incroyable en les dévégétalisant. Mais c'est encore ça la mode. Les gens, ils recherchent encore ça. Donc, il ne faut pas penser qu'on va changer quelque chose qui, culturellement parlant, est aussi marquant que la banlieue, puis la villégiature au bord de l'eau. Là, ça va demeurer ça. Les projets que je fais, c'est ça. Et évidemment, le déboisement est essentiel. Maintenant, les terres agricoles, par exemple, autour de Montréal, on a beaucoup développé sur des terres agricoles. Mais là, maintenant, la CPTA a mis un frein. Oui, a mis un frein. Mais de toute façon, il n'y en a presque plus. Ils ont toutes développé, les terres agricoles. Donc maintenant, ce qui reste, c'est des terres forestières. Je vous apprends rien. La végétation joue un rôle majeur dans le cycle hydrologique de l'eau. À partir du moment où vous enlevez la végétation, déjà au niveau de l'évapotranspiration, vous venez de vous enlever un 20 ou 30% d'eau que vous rajoutez. Donc, juste notre pratique de développement contribue à augmenter de façon considérable le ruissellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est revoir nos pratiques de gestion. Alors, on appelle ça la gestion durable des eaux pluviales et infrastructures vertes. Écoutez, il n'y a pas de définition scientifique, c'est une définition qui vient du guide du Maroc, 2017, qui a été adaptée avec des amis, des collègues qui travaillent dans le même domaine que moi, et on en est arrivé à la définition à peu près suivante. Les mots en bleu sont les mots importants sur lesquels je vais continuer ma présentation. Une approche qui vise à simuler l'hydrographie naturelle d'un territoire, d'un site ou d'un terrain. Donc, on travaille ça à toutes les échelles possibles. Autant que possible avant son développement, mais ce n'est pas impossible de le faire après. À l'aide de différentes stratégies d'aménagement,
c'est ce que je vais vous présenter dans ma troisième partie, donc c'est des stratégies d'aménagement du territoire. Et la mise en œuvre de techniques de contrôle. Les techniques de contrôle ici, c'est ce que moi j'appelle les infrastructures vertes. Donc ce sont des outils qu'on peut utiliser à différents endroits, dépendamment des caractéristiques du milieu dans lequel on travaille, qui ont pour but de limiter au maximum le ruissellement. C'est ça notre objectif. Attention, il y a une chose qu'il faut bien être conscient, limiter au maximum le ruissellement. Il y a des cas, et je vais vous en présenter un. Nous, ce qu'on vise, c'est garder le même niveau de ruissellement après développement qu'avant développement. Il y a toujours du ruissellement. Zéro ruissellement, ça n'existe pas. Il y a toujours du ruissellement. Donc, on pourrait viser à être plus catholique que le pape, disons, puis essayer de le diminuer encore, mais ce n'est pas notre objectif, ça coûterait trop cher. L'idée, c'est de garder le même niveau de ruissellement après développement qu'avant développement. En montagne, il y a plus de ruissellement, mais l'écosystème est adapté à ce ruissellement-là. Donc, il faut travailler comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça la gestion durable des eaux pluviales? Mais écoutez, développement durable, il y a 3 sphères, l'environnement, le social, puis l'économique. OK? Évidemment, nous, notre but initial premier, c'est la qualité de l'eau, la qualité de l'environnement. C'est notre principal et premier objectif. Le deuxième, c'est augmenter l'infiltration. Et ça, moi, c'est mon côté social. Pourquoi, vous allez me dire? C'est quoi le lien entre augmenter l'infiltration puis... Parce que c'est une question d'équité. Expliquez-moi pourquoi, OK? Vous avez une maison unifamiliale avec une entrée pour 2 autos. Votre voisin, il a une maison 2 fois plus grande que la vôtre parce qu'elle est sur un étage, sur 2, donc il a 2 fois plus de toiture. Puis il y a une entrée pour 6 autos. Vous envoyez tous votre auto dans la rue, OK? Mais lui, il en envoie 4 ou 5 fois plus que vous. Est-ce qu'il y a une différence au niveau du compte de taxes? Vous payez la même chose. Absolument. Vous trouvez ça équitable? Parce qu'aujourd'hui, ça coûte cher, ça coûte extrêmement cher. Mais tout le monde paye la même chose. On n'a pas encore conscience qu'au fond, maintenant, l'eau de ruissellement des villes, c'est devenu un polluant. Moi, je parle du principe pollueur-payeur. Tu gères du ruissellement, tu le gères. Tu payes pour le gérer. Donc, pour faire ça, ce qu'il faut faire, c'est le gérer autant que possible à la source. De là, la notion, l'importance de, on va le voir, la gestion à la source du ruissellement. Le plus près possible où le ruissellement est géré, c'est ça qui est le plus équitable et le plus économique et qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, on a bien plus d'outils encore pour gérer l'eau de ruissellement à la source que dans les autres endroits. Et évidemment, notre objectif, c'est de rationaliser les investissements. Ce n'est pas d'augmenter les coûts. On veut réduire les coûts. Et il y en a qui me disent, c'est pas vrai, mais oui, maintenant, il y a assez d'études qui sont faites pour démontrer que tous les projets axés sur les principes et les stratégies de gestion durable des eaux pluviales coûtent moins cher que les infrastructures traditionnelles. Alors, maintenant, c'est quoi l'infrastructure verte? Au fond, c'est un outil de gestion durable des eaux pluviales. Ce sont des techniques de contrôle à la source. Elles favorisent l'infiltration et le traitement des eaux pluviales avant leur entrée dans le réseau de drainage public. Puis elles présentent beaucoup plus de bénéfices économiques, sociaux et environnementaux que les infrastructures traditionnelles. Alors, bon, pour ceux qui ne sont pas... Je ne vous donnerai pas un cours très détaillé sur l'ensemble des techniques parce que ça pourrait durer 4 jours. Mais au fond, on les classe en 3 catégories. Ça va? Les techniques de contrôle à la source, ça c'est sur le terrain. Et vous allez voir sur le terrain, il y a plusieurs endroits où on peut gérer notre eau de ruissellement. Terrain, mais pas seulement résidentiel, terrain commercial, terrain industriel, même terrain agricole. Le terrain agricole, il y a des techniques de gestion du ruissellement sur les terrains agricoles. En forêt, c'est pareil. Donc, contrôle du ruissellement à la source, en réseau. En réseau, qu'est-ce que ça veut dire en réseau? Au fond, là, c'est le captage et la gestion des eaux qui ruissellent à partir des infrastructures publiques, qui sont principalement les chemins, l'automobile, tout ce qui est en asphalte. Et là, pourquoi on appelle ça en réseau? Ben, c'est simple, c'est parce que non seulement on a un objectif de l'infiltrer, mais on doit aussi le faire cheminer quelque part. Donc, on doit infiltrer, puis on doit transporter de l'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça en réseau. Puis, on a ce qu'on appelle les infrastructures en aval. Ça, c'est juste avant le milieu récepteur.
D'accord? C'est juste parce qu'il y a toujours une quantité, veut pas, qu'il faut qu'on contrôle un résidu, là. La pluie, la fameuse pluie centenaire, qu'on n'a pas été capable. Bon, si ça arrive, ben, il faut toujours une soupape de dernière minute. Mais pour moi, je suis pas encore sûre que les bassins de rétention, parce que c'est souvent les bassins de rétention, soient des vraies infrastructures vertes. Mais en tout cas, c'est surtout que l'objectif qu'on va avoir pendant tout notre travail de réflexion, c'est d'en arriver à ne pas avoir ça. Donc, de ne plus avoir besoin finalement de rétention avant le milieu récepteur, on a été capable de tout gérer à la source puis en réseau, c'est ça notre objectif. Alors, quelques modèles. Bon, des exemples, par exemple, bon, des techniques de contrôle à la source sur le terrain, ben, il y a des jardins de pluie, on peut utiliser des barils de récupération. Un jardin de pluie, c'est un espace sur un terrain, c'est pas compliqué, là, c'est comme un parterre qui est positionné au bon endroit, qui est aménagé avec un sol relativement perméable, OK? Puis dans lequel on va diriger les eaux de notre toiture, bien sûr. C'est juste ça. En fait, à l'œil, vous ne le voyez même pas, le jardin de pluie sur un bâtiment, bien souvent. Quand c'est aménagé, vous ne vous rendez pas compte, c'est un parterre. Bon, les barils, je pourrais vous en reparler, parce qu'un baril, c'est un bassin de rétention, hein, méfiez-vous, si vous ne le videz pas, il ne sert à rien. Donc, il faut le vider, son baril. Il faut avoir un système d'évacuation, puis envoyer l'eau quelque part, sinon, vous faites juste de la rétention. Donc, au niveau des stationnements, on peut avoir ce qu'on appelle des bandes filtrantes. Une bande filtrante, c'est un jardin de pluie, mais fait sur le long, tout simplement. Il y a toutes sortes de revêtements perméables maintenant qui existent. Pourquoi toujours mettre de l'asphalte quand on peut mettre autre chose? Puis pourquoi mettre de l'asphalte, je me questionne souvent, pourquoi mettre de l'asphalte partout, alors qu'en fait, quand on y réfléchit bien, là, on a juste besoin de mettre de l'asphalte ou quelque chose de dur en dessous des roues. Hein. Je prends toujours l'exemple des pompiers là, qui me disent, avec leurs normes de sécurité autour des bâtiments, là, qu'on est obligé d'avoir un espace de circulation libre. Je dis, oui, tu es obligé d'être en asphalte. Est-ce que vous avez le goût d'y aller? Ils disent non. Je dis, est-ce que vous espérez jamais y aller? Ils disent oui. Alors, pourquoi mettre de l'asphalte? Il suffit d'avoir de l'espace dur pour le faire. Puis, c'est pas obligé d'être en asphalte, là. Bon, c'est juste, encore une fois, une façon de penser notre aménagement du territoire. Sur bâtiment, maintenant, hein, on peut faire aussi, sur bâtiment, on a les toitures végétales. C'est moi qui sonne. Alors ça, c'est fou, ça. Je l'ai fermé, en fait, je l'ai ouvert. Bon, non, tout le monde fait ça. Ah non, mais je l'ai fermé, puis je l'ai ouvert. C'est le son maintenant. Bon, excusez-moi. D'habitude, c'est l'autre toi. La conférencière. Donc, sur les toitures, on peut faire du contrôle et des techniques de récupération en bâtiment. Par exemple, maintenant, on voit des systèmes dans des édifices publics où on récupère l'eau du toit, l'eau de pluie pour les sanitaires, par exemple. Hein, ça, ce sont des modèles assez fréquents. Au niveau des techniques maintenant en réseau, bon, en réseau, au fond, il y a deux choses. Hein, c'est les nous, les fameuses nous. Quand on va parler d'infrastructure verte, on va parler de nous. Et qu'est-ce que c'est une nous, là? Écoutez, une nous, c'est pas compliqué, c'est un fossé. Il y a juste une différence, OK? Un fossé, ça a pour fonction quoi? Ça, c'est la chaussée, c'est la partie asphaltée du chemin. Hein? Ça a pour objectif principal de protéger la structure de la chaussée. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est évacuer l'eau le plus vite possible. Un fossé, en standard, ça a 1 de large sur 2 de haut. OK? Puis l'objectif, c'est de faire que l'eau s'évacue le plus vite possible. Une nous, à l'inverse, infiltration, j'exagère un peu, mais ça a 1 sur 2. Avec des pratiques différentes. Oui, ça fait cheminer l'eau quelque part, mais beaucoup plus de surface d'imperméabilisation. En termes je vous montrerai des modèles de design de rue avec des nous, là. Ça ne prend pas moins d'emprise, sauf que ça prend beaucoup moins d'asphalte. J'accélère un peu parce que, bon, les bassins de rétention, ben, vous voyez, ça, c'est des bassins de rétention. Aujourd'hui, maintenant, on va plus aménager ça dans les villes comme des espaces de vie, là.
C'est plus des trous profonds creusés dans le sol où on met des clôtures tout le tour. On intègre les bassins de rétention à l'aménagement urbain, ça devient des parcs. Et maintenant, ben, beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça ont tendance à penser un petit lac. Mais en fait, ce n'est pas du tout un lac, c'est un bassin une infrastructure de drainage, OK? Mais c'est beau, c'est joli. Puis on peut même, des bassins de rétention peuvent devenir des marais filtrants. Donc, on peut ajouter une fonction supplémentaire si on est en présence d'un polluant particulier. Dans ce cas-là, sur le lac Saint-Charles, le polluant, c'est de l'azote et du phosphore. Donc, on crée finalement, on aménage avec des plantes qui vont faire en sorte qu'on va aller capter beaucoup plus d'azote et de phosphore avant de relarguer l'eau de ruissellement dans le cours d'eau, dans le lac dans ce cas-là. Alors, maintenant, c'est bien beau toutes ces infrastructures vertes que je viens de vous montrer là, mais quelque part, la meilleure façon de les mettre en œuvre, c'est quand on a pensé la façon de le développer avant d'utiliser les outils. Hein? Ben, quand je ne sais pas moi, vous faites un meuble, vous êtes menuisier, vous faites un meuble, vous pensez au meuble avant d'aller chercher vos outils, là, vous le concevez. C'est la même chose au niveau du développement. Alors, nous, on utilise ce qu'on appelle les stratégies de développement de moindre impact. Et ça, c'est quelques principes bien simples, OK? Mais c'est tout à fait simple. Grand principe. Respecter la topographie et les axes de drainage naturel du site. Éviter les développements en forte pente. Pourquoi les développements en forte pente? Déboisement, dynamitage, mise à nu des sols. Puis déjà là, on a beaucoup de ruissellement, mais alors on ne fait que l'accentuer à chaque fois. Okay? Conserver au maximum la végétation existante pour sa capacité d'infiltration. Okay? Ce n'est pas toujours pour la beauté du paysage. Oui, ça amène un objectif supplémentaire, mais ce n'est pas juste ça. Réduire la largeur de la chaussée primordiale. Réduire chaque fois l'asphalte que vous pouvez. Couper ça. Les toitures, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'il y a des modèles maintenant de toitures. Les architectes travaillent beaucoup sur des modèles de toitures qui vont faire en sorte qu'on va être capable des toits verts, justement. Bon, privilégier l'infiltration directement sur le terrain. Je n'insisterai jamais assez à la source. Puis utiliser les infrastructures vertes, donc ce qu'on vient de voir sommairement. Alors, comment on fait ça? Je vais vous montrer 3 projets. J'espère que je vais avoir le temps. Oui. Je vais vous montrer 3 projets en accent principalement sur ce qui a été utilisé comme stratégie dans ces 3 projets-là et le pourquoi on a utilisé cette stratégie-là. Ça va? Je n'insisterai pas trop sur les outils. Je préfère insister sur les stratégies parce que les outils, hein, au fond, vous les avez vus, OK? Puis il y a plein de choix de possibilités, mais ça, bon, ça demande beaucoup plus de détails dans la pratique. Mais, donc, premièrement, on va regarder le drainage de surface et l'infiltration à la ressource dans un projet de développement à Québec. On va regarder ce qu'on appelle le développement en grappe, okay, qui présente beaucoup d'avantages. Et ça, on va l'aborder à travers un projet de villégiature verte. Et en fait, on va regarder ce qu'on appelle, les urbanistes appellent ça des plans intégrés, mais en fait, c'est des modèles en copropriété. C'est un nouveau type de lotissement. Un lotissement qui nous permet d'économiser de l'espace et de réduire justement les voies de circulation. Alors, le premier, oui, dans quel contexte on utilise? En fait, on devrait l'utiliser dans tous les contextes, hein, les principes de moindre impact, mais ils sont surtout importants quand on est en présence de forte pente, écosystème particulier à préserver, prise d'eau potable, bien sûr, qualité d'eau, puis protection des cours d'eau et des milieux humides. Ça, c'est vraiment indispensable. Aujourd'hui, quand on travaille proche de ces milieux-là, dans un contexte comme ça, on n'a pas le choix de travailler avec les approches de moindre impact. Alors, le premier projet dont je vais vous parler, c'est un petit projet de rien. C'est directement en bordure du lac Saint-Charles qui est ici, sauf que il est situé directement dans le 501er mètre du lac Saint-Charles. Hein, c'est un prolongement de rue, en fait. Vous voyez le terrain ici. C'est un terrain qui est quand même bien boisé. Okay? Le lac Saint-Charles, il est là. Actuellement, la situation du lot, donc comme vous voyez, il est presque à 100% boisé. Je dirais, il est à 80% boisé. Mais il présente, le site n'est pas développé, donc il y a une rue de ce côté-là. Il y a une rue de ce côté-là. Okay? C'est au cœur des milieux urbains, donc c'est proche des réseaux d'aqueducs et d'égouts. C'est un terrain qui serait facile à développer, là, qui présente plusieurs avantages au niveau des collectivités durables. Mais il y a un gros problème, c'est que le pluvial, en fait, il n'y a pas de pluvial, c'est un fossé, là.
il relargue dans le lac Saint-Charles là, une quantité astronomique de sédiments qui proviennent du ruissellement de la montagne ici. Il y a eu du déboisement, il y a eu des chemins, etc. Toute l'eau ruisselle par là, chemine dans le fossé par ici, puis se retrouve dans le lac Saint-Charles. Évidemment, actuellement, en raison du RCI, vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous dire c'est quoi, Règlement de contrôle intérimaire de la Ville de Québec pour la protection des prises d'eau de surface. D'accord? Donc, c'est vraiment des normes en lien avec l'aménagement du territoire très sévères, hein, qui ont été mises en place par la Ville de Québec, qui font qu'aujourd'hui, je ne vous les raconterai pas toutes parce que ça va être long, mais dans ce secteur-là, aujourd'hui, on ne peut plus ouvrir de nouvelles rues. Donc, même si dans une logique tout à fait urbaine, on aurait tout intérêt à boucler ici puis à rentabiliser ces terrains-là, bien, la ville l'a interdit. Mais, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait affaire avec un mécène. Il m'a dit non, moi je veux prouver à la ville quelque chose. Puis ça, je n'étais pas sûre qu'on allait y arriver. Je veux prouver à la ville, Fabienne, qu'en faisant un développement sur ce terrain-là, on va améliorer l'eau de ruissellement du terrain à l'état naturel. Donc, attention, dans ce cas-là, j'avais un défi. Là. Je ne voulais pas garder le même niveau de ruissellement avant qu'après développement. Il fallait réduire le ruissellement après développement qu'avant développement. Ça va? C'était un gros défi. Ça, c'est un modèle classique de développement. OK. Le classique, hein? Des petits terrains unifamiliaux, là, entre 600 et 800 mètres carrés. Tout le drainage s'en va vers la rue. La rue, ben, c'est une chaussée avec 15 mètres d'emprise ou 9 mètres de pavage. Avec 9 mètres de pavage, là, on passe 3, je pas 4. Savez-vous qu'un stationnement, c'est 2 mètres 50. OK? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de passer dans 3 mètres? Même si on roule, je ne sais pas. Donc, 9 mètres de pavage, puis évidemment, un énorme trou qui s'appelle un bassin de rétention, ici, là, hein, pour retenir toutes les eaux de ces toitures-là, de toutes les entrées d'automobiles, etc. Ça, c'est le modèle classique à la base, avant qu'on applique les modèles de moindre impact. Alors, ça, c'est le projet. Avec la même quantité d'unités de logement. Donc, il n'y en a pas moins que dans l'autre. La seule différence, c'est que là, on a mis des jumelés au lieu de mettre de l'unifamilial. Donc, on a collé les surfaces imperméables ensemble pour avoir plus facile pour les gérer, puis on a réduit les pertes d'espace, de marge latérale, cour arrière, etc. Donc, on a un peu changé le modèle, mais pas beaucoup, là, ça demeure quand même, c'est du jumelé, c'est de l'unifamilial. Bon, ça, c'est le premier principe au niveau du choix du type de bâtiment qu'on a construit. Le deuxième principe, c'est la grandeur des terrains. Okay? Les terrains, là, on ne parle plus de 600 à 800 mètres carrés, on parle de 1000 à 1300 mètres carrés par terrain. Pourquoi? Bien, pour avoir assez d'espace sur notre terrain, pour ne pas tout le mettre à nu, le déboiser, hein, mais pouvoir construire malgré tout notre maison et notre entrée d'auto. Donc, dans ce cas-là, on a un minimum de 60% de la superficie des lots qui est non remaniée, qui est gardée à l'état naturel. Alors, on réduit les surfaces imperméables en rapprochant le plus possible le bâtiment de la rue, d'accord? Plus on le rapproche, moins il y a d'allées d'accès. Okay? Donc, et on se donne de l'espace en avant, on le voit un peu moins bien ici, on se donne dans l'espace, les surfaces d'infiltration, donc les jardins de pluie par exemple, ou les bandes filtrantes, doivent être aménagées obligatoirement dans la partie mise à nu. Okay? Ils ne peuvent vraiment pas y toucher là. Je vais revenir sur les servitudes de conservation, ils ne peuvent pas toucher à ce terrain-là. Donc, au fond, là, quand les ingénieurs calculent les surfaces à drainer, là, sont pas mal moins. La chaussée, maintenant. La chaussée, 12 mètres d'emprise, 6 mètres de pavage. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'emprise de 12 mètres? Bien, on retrouve de chaque côté une noue de 3 mètres. Okay? Puis l'avantage des noues aussi, c'est que comme c'est pas trop profond, on n'est pas toujours obligé de mettre des gros ponceaux, là, parce que c'est moche, hein, une rue où il y a des ponceaux. Bon, dans ce cas-là, la noue est suffisamment grande hein, pour nous permettre de ne pas avoir besoin de mettre des ponceaux. Puis c'est source de problèmes, les ponceaux aussi. Donc voilà, ça c'est un mode. Évidemment, on a quand même un bassin de rétention, mais sa capacité est 4 fois inférieure à la capacité de l'autre, parce que j'ai presque plus rien. Ce que j'ai à gérer, c'est le surplus des noues, hein, en cas de pluie exceptionnelle.
Et ça, c'est pas un trou, c'est juste un petit espace aménagé comme un étang, avec en plus la biofiltration, donc qui nous permet de contrôler la qualité d'eau et de retenir les sédiments qui auraient pu se retrouver jusque dans le bassin. Ça, c'est un des modèles qui est bien fait. Donc, avec ça, les calculs d'ingénieurs à l'appui, on avait moins de ruissellement après développement qu'avant développement. Sans parler de la qualité de l'eau en plus, qui était vraiment contrôlée grâce aux loups et grâce aux zones de biofiltration. Un projet un peu plus complexe maintenant, le mont Hadstock. C'est un projet de villégiature verte dans un contexte, un milieu extrêmement complexe. D'abord, c'est un site exceptionnel, c'est une forêt, vous voyez le site, le terrain en question est ici, qui se trouve adjacent à un terrain de golf, un centre de ski. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le mont Hadstock. C'est un petit centre de ski bien cute, bien. Et un lac qui s'appelle le lac à la truite, qui est un lac qui commence à être. Il commence à avoir des qualités. Et or, c'est un lac qui a, au niveau de la pêche, exceptionnel. Alors, le projet initialement prévu, c'est le modèle classique, hein, oui. Ça, c'est supposé de la villégiature. Donc, des gens sont supposés aller construire des beaux petits chalets, là, cute, là-dedans, là, puis être dans la nature. Hein, tout ce qu'on voit, c'est des chemins, puis aucun respect du relief, de l'hydrographie. On ne voit même pas où il y a un cours d'eau. On ne sait même pas. On sait que c'est boisé, puis que c'est des pentes. Ça, on le sait pas. Et puis voilà, on rentabilise au maximum. Notre principe, là, on a un terrain, là. Qu'est-ce que j'ai fait? On a un terrain, puis là, on va essayer de le rentabiliser au maximum. Donc, tout le pouce carré, là, on va faire des lots dessus. Alors, nous, la façon dont on travaille, OK? Ça va, tu vas y arriver. On ne manquera pas de. Oui, attends, j'ai vu. Alors, nous, quand on travaille les développements de moindre impact, c'est bien de valeur, mais j'ai besoin de deux choses, puis je ne peux pas travailler les moindres impacts sans ça. J'ai besoin du LIDAR. Hein? Vous savez, c'est quoi le LIDAR? Moi, je travaille avec le relief naturel. Si je ne sais pas où il est, là, j'en ai besoin. Donc, on travaille avec des courbes de niveau extrêmement précises, et de un. Et de deux, je travaille avec une caractérisation écologique. Parce que moi, maintenant, un milieu humide, même s'il a 50 mètres carrés, c'est un milieu humide. Je veux le savoir, puis c'est pas toujours en bordure des cours d'eau, puis des fois, même, on est surpris, là, dans des secteurs, bon, c'est sûr qu'au sommet de la montagne, très peu de chances d'avoir un milieu humide, mais bon. Alors, dans ce cas-là, on fait toujours ce qu'on appelle des cartes, des synthèses de potentiel et contraintes des sites. C'est-à-dire qu'on va chercher les éléments essentiels à la mise en application des concepts de moindre impact. Et c'est quoi? Les pentes, hein, les fortes pentes, OK? Dans ce cas-là, les bassins versants. Moi, j'ai un bassin versant du lac à la truite de ce côté-là. J'ai un autre bassin versant qui est du grand lac Saint-François de ce côté-là. Et je sais, dès le début, que je ne peux rien envoyer de ce côté-là. Ça, c'est une consigne claire et précise du ministère. Rien envoyer dans le lac à la truite. Maintenant, on est ici, on a fait la caractérisation écologique du site. On sait qu'on a un petit cours d'eau, ici, qui s'appelle le ruisseau Rodrigue, d'accord? Très petit cours d'eau, déjà fortement impacté par le ruissellement du centre de ski puis du golf. Plus question d'en amener plus, c'est zéro. Okay? Et on a autour de ce cours d'eau-là des milieux humides, mais très peu. Ce n'est pas un cas de milieu humide. Et là, on a un défi parce que notre promoteur, il veut construire avec des services d'aqueduc et d'égout. Hein? Quand on dit, bon, égout, ça prend un milieu récepteur, même si on a une usine, il faut rejeter l'eau quelque part. Dans ce cas-là, on n'a aucun milieu récepteur. Notre défi dans ce cas-là, c'était, on doit gérer le ruissellement. On ne peut pas avoir de ruissellement, on n'a pas de milieu récepteur pour l'eau sanitaire. Hein, ce n'est pas seulement le ruissellement, avec pas question de rajouter du ruissellement en plus, on n'est déjà pas capable de gérer l'eau sanitaire. Donc, il faut vraiment faire preuve d'astuce. Alors, la façon dont on a travaillé le projet, ce qui nous importe, ce n'est pas le détail de ce qu'il y a dedans. Là. Je vais vous décrire grosso modo les grosses fonctions. On a ici, d'abord, je vais revenir à l'autre diapo. Nous, le concept, là, je ne touche pas aux pentes de 25% et plus. Autant que possible, même pas de chemin. Hein? On passe à côté, on essaie de trouver une astuce. Okay? On ne touche pas, okay, aux 20 premiers mètres de chaque côté du cours d'eau et des milieux humides. Ça, c'est mon principe, on n'y touche pas. Donc, il faut faire avec ça. Ça va?
Alors, ce qu'on retrouve dans le projet, au fond, il y a 3 grands usages. Il y a des lots traditionnels pour des chalets. Il y a des grappes de mini-chalets. Je dis des grappes parce que c'est des copropriétés. Donc, au lieu d'avoir des lots individuels avec un bâtiment par lot, dans ce cas-là, on a un seul lot, okay, avec plusieurs bâtiments sur le lot. Je vais vous expliquer l'avantage de ça. Puis, on a un terrain de camping écologique, je pense qu'il est là. Et on a l'usine de traitement qui est là. Donc, ça, c'est les grosses zones. On a quand même quelques zones. Celle-là n'existe plus parce qu'on n'avait pas besoin, je l'avais mis trop. Donc, celle-là, c'est devenu du développement. Ici, le modèle a été revu un peu. Là, on est à travailler le drainage plus finement. Mais j'ai très peu de zones pour les bassins de rétention parce que même si je suis en montagne, j'en ai pratiquement pas, puis vous allez voir pourquoi. Donc, vous voyez, le réseau routier est un peu bizarre. Ben, ça, c'est l'axe principal. Hein. Et vous voyez, le réseau routier, au fond, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il évite les sommets, puis il vient chercher les terrains constructibles avec des pentes de moins de 25 %. L'autre chose, c'est qu'on a privilégié la circulation piétonne. Donc, les axes que vous voyez en mauve, c'est les axes de circulation piétonniers qui sont privilégiés sur le site pour donner accès au terrain de golf, au centre de ski, et pour que les gens puissent se connecter entre eux aussi, là, hein, parce que la relation de voisinage, c'est quand même important. Au niveau des infrastructures, je vous disais, je vais vous montrer des coupes un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, notre objectif, implanter un réseau de drainage de surface, hein, minimiser l'asphalte, puis maximiser l'infiltration. Alors, ce qu'on a, on a 3 types de voiries dans ce cas-là. On a les allées d'accès des mini-chalets qui sont quand même des voies privées, si on veut. Hein. Mais vous voyez, on a un maximum de 4,5 dans ce cas-là, vous ne pouvez pas le lire de loin, mais c'est 4,5 de gravier, carrément. Et on a le drainage qui se fait d'un seul côté avec une noue qui a quand même 3 mètres. Okay? Et ça, une astuce, mais il fallait passer des mini-chalets, c'est des bâtiments préfabriqués. Donc, il faut quand même de l'espace. Et quand on concentre tout dans le même espace comme ça, ben, ça nous permet, on n'est pas obligé, encore une fois, de déboiser au complet sur des grands... Avec la noue, puis avec l'allée d'accès, on est capable de passer toutes nos machineries et nos bâtiments. La voie principale est à 6 mètres avec des nœuds de chaque côté. Okay? Les nœuds sont quand même importantes dans ce cas-là parce qu'on est en montagne. Donc, vous allez dire comment est-ce qu'on fait pour infiltrer de l'eau dans le roc puis en montagne. On fait des nœuds en palier. C'est pas compliqué. Hein? Je vais peut-être accentuer un peu le... Ça, c'est le profil. Okay? Le profil de la noue. Là. Hein? Okay? On va l'arrêter. Okay? Ou bien on peut carrément faire des nœuds. Le principe, c'est de faire retenir l'eau le plus longtemps sur des surfaces plates pour qu'elle ait le temps de s'infiltrer. Il y a toutes sortes de techniques. Puis quand on est vraiment trop dans le roc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on vient rajouter en dessous de l'anneau ici des conduites perforées qui servent de bassin de rétention temporaire, qui stockent l'eau en dessous de l'anneau puis qui vont l'infiltrer temporairement. Je vais accélérer un peu. Sur les terrains maintenant, sur les terrains, ça ce sont les terrains individuels, donc les terrains des petits chalets. On a mis en place des critères qui vont être inscrits dans l'acte notarié. Donc, la réglementation municipale va être adaptée à ça. On parle d'une superficie minimale de 1000 m², même si aqueduc et d'égout là. D'habitude, aqueduc et d'égout, c'est 600. Dans ce cas-là, c'est 1000. Pourquoi? Parce qu'on a des principes nous disent que sur 40% de la superficie d'un terrain, là, quand on déboise puis qu'on remanie moins de 40%, on est encore capable d'être efficace avec des infrastructures vertes. Quand vous allez au-delà de ça, donc que vous imperméabilisez, que vous modifiez plus de 40% de la superficie du terrain, là, vous commencez à devoir vous casser la tête. Puis surtout, ça commence à coûter plus cher en termes de technique que vous allez prendre. Donc, on parle d'un lot de 1000 m², une emprise au sol du bâtiment, donc 100 m² maximum, superficie de remaniement maximum 400 m². Donc, dans le 400 m², il faut qu'il rentre tout. Son cabanon, sa piscine, s'il veut. On s'est bien rendu compte que ça ne marche pas. Les piscines ont été interdites, puis les cabanons doivent être intégrés dans le bâtiment principal. Donc, ce qui vous reste, au fond, c'est, dans le 400, si vous enlevez le 100, il vous reste 300 m² pour faire votre allée de circulation. Donc, il faut que vous rapprochiez autant que possible votre bâtiment de la rue, hein, le plus près possible. Votre allée de circulation, puis vos zones de vie, vos espaces de stationnement. Le reste, vous ne pouvez pas y toucher. Conserver 60%, les allées d'accès contrôlées, bon, et les eaux de ruissellement, bien, vous voyez. Et évidemment, on est en montagne. Hein. Donc, on a évité le 25% et plus.
On est quand même dans des pentes raisonnables. Mais on va devoir planifier l'emplacement de chacun des chalets en fonction de la pente. Ça va? Puis il faut s'assurer qu'on puisse avoir l'espace pour aménager une zone filtrante ou un jardin de pluie. Donc, la pente étant comme ça dans ce cas-là, ça va être en avant, ça va être en arrière. Donc, il faut jouer avec. Pas question d'avoir des modèles standards où tous les bâtiments sont à la même distance puis où tout le monde est en parallèle à la rue. C'est pas vraiment le même principe. Au niveau des grappes de mini-chalets, maintenant, le concept de la grappe, au fond, c'est que c'est un seul terrain avec plusieurs bâtiments sur le lot, mais les propriétaires ne sont propriétaires que de l'espace du bâtiment en dessous de chez eux. Le reste, c'est une copropriété. Et ça, au niveau réglementaire, au niveau des normes que les urbanistes doivent respecter pour aménager, c'est un grand avantage parce qu'on oublie les marges latérales, les marges de recul, les marges arrière. Donc, ce que ça nous permet, nous, c'est de venir implanter chacun des bâtiments. Là, on parle de mini-chalets, donc c'est quand même petit. On parle de 50 mètres carrés maximum. Donc, c'est la moitié d'un bâtiment ordinaire. De les implanter directement sur le terrain, en fonction de la pente, en fonction d'un arbre important. La seule chose qu'on va dessiner, nous, puis que les ingénieurs vont designer, c'est l'allée d'accès. L'allée d'accès, 4 mètres, vous l'avez vu, 4,5 de pareil, 10 mètres. Et on a regroupé tous les espaces communautaires à un seul endroit, pour éviter que tout le monde ait sa propre allée de cette. Et les gens, au fond, ce qu'ils font, ils se stationnent là, puis ils se rendent chez eux à pied. C'est pas loin, là. C'est 3-4 mètres, là. Mais ça nous permet d'éviter justement ce remaniement de sol puis ce dynamitage, et ça fait des milieux de vie vraiment verts, parce que là, on est capable de rester. Le casse-tête, c'est pour aller connecter l'aqueduc et l'égout à chacun des chalets, ça, je dois vous avouer qu'on s'amuse. Mais, ouais, puis l'électricité, les foutus poteaux électriques, là, qui nous créent En tout cas, mais ça se fait, on est en train de le faire, donc ça se fait. Le principe des... j'ai fini. Ce qu'on met en place beaucoup dans la réglementation actuellement, c'est que les règlements municipaux ne peuvent pas gérer tous les cas et toutes les exceptions. Okay? Et on a beaucoup de difficultés à faire perdurer dans le temps le fameux principe de 60% de conservation du terrain à l'état naturel. Alors, une des techniques qu'on est en train de développer avec les municipalités, c'est ce qu'on appelle les servitudes de conservation. C'est que quand le client, personne achète le terrain, elle le sait, c'est marqué. Vous savez, quand vous achetez un terrain, vous avez une servitude d'hydro, une servitude de belle. Dans ce cas-là, c'est marqué sur son acte de propriété, servitude de conservation, voici la limite. Elle varie, cette limite-là. Elle va varier en fonction des caractéristiques du terrain. C'est obligatoire dans une servitude de conservation que, par exemple, toutes les bandes riveraines, si vous avez une partie de bande riveraine sur votre terrain, c'est une servitude de conservation. Si vous avez une zone tampon entre deux usages, c'est une servitude de conservation. Si vous avez une pente un peu plus élevée, c'est une servitude de conservation. Donc, vous voyez, la limite de la bande de conservation, ce n'est pas une ligne droite. On va vraiment chercher le relief et les particularités du site. Donc, c'est marqué dans la réglementation municipale comme ça, c'est marqué dans les servitudes des actes notariés, et moi, je recommande même aux villes maintenant de mettre des amendes. Elles peuvent mettre des amendes s'il y a non-respect de la servitude de conservation. Et croyez-moi, ça marche. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils se guettent entre eux autres. C'est fou que ça. Mais c'est vrai, ils se guettent entre eux autres. Bon, c'est que là, j'avais un autre exemple, mais il est peut-être moins pertinent. Je vais vous laisser quand même le temps de poser quelques questions. Et ma conclusion, elle est brève. C'est quoi les bénéfices qu'on a tirés de ça? C'est une diminution du coût de gestion et de construction des infrastructures, une gestion des risques d'inondation et de refoulement, amélioration de la qualité des lacs et des cours d'eau, accroissement de la qualité du cadre de vie, parce que vous comprenez bien qu'on a un bien plus beau cadre de vie quand on applique ces principes-là, mise à profit des services écologiques des milieux humides au service justement de la qualité de vie, réduction de la consommation d'eau potable, ça c'est dans le cas où on récupère l'eau de pluie et qu'on l'utilise à des fins intérieures. Okay? Puis évidemment, pour les villes, réduction des effets d'îlots de chaleur. J'ai dû aller